bonsoir à tous. Mon nom est Nathalie Côté. Ça me fait plaisir de vous recevoir à notre webinaire qui a comme titre Je prends soin de mes médicaments. Alors, juste pendant que le monde se stabilise dans l'assistance, on va peut-être refaire les petites consignes sur l'utilisation de Zoom, comment on va fonctionner ce soir. Cyrine, s'il vous plaît. Oui, bonsoir à tous. Pour ceux qui ne sont pas familiers ou même ceux qui sont familiers, un petit rappel sur la fonction webinaire de Zoom. Donc, c'est assez simple. Tout se trouve en bas de votre écran. Donc, vous allez en bas de votre écran, vous avez une petite... il y avait toutes les icônes en fait qui apparaissent là. Déjà, ce qu'il faut savoir sur le webinaire de Zoom, vous n'avez pas de caméra, c'est normal. Vous ne pouvez pas avoir votre caméra, c'est normal. Votre micro, il est barré automatiquement. Si vous voulez ouvrir votre micro, la seule solution, de nous le demander. Pour ça, il suffit de lever la main. Quand vous levez la main, nous, on va vous autoriser à ouvrir votre micro. Toutefois, pour permettre une présentation un peu plus fluide, nous, ce qu'on propose, c'est de laisser les mains et les micros fermés jusqu'à la fin de la présentation. Et à ce moment-là, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Toutefois, si vous voulez, pendant la durée de la présentation, poser des questions, vous ne voulez pas oublier votre question ou quoi, n'hésitez pas à utiliser ce qui est en bas, qui s'appelle Q&R, donc questions et réponses ou Q&A si vous avez la version anglophone. Et vous pouvez donc à tout moment remplir votre question puis l'envoyer. On la traitera à la fin. Si vous avez des problèmes techniques, utilisez le discussion ou chat qui se trouve aussi en bas de votre écran. Moi, je vous recommanderais d'utiliser plutôt discussion pour tout ce qui est problème technique et Q&R pour les questions relatives à la présentation. Et enfin, vous trouverez aussi la lever la main, raise hand en bas de votre écran pour la fin, pour ouvrir vos micros. Donc voilà, Nathalie, je te laisse la parole. Mais merci beaucoup, Cyrine, de ces rappels. Alors, peut-être ce soir, je suis contente de recevoir M. Edwin Quigley, vétérinaire à la clinique vétérinaire de Frampton, qui va nous faire la présentation. Et vous aurez, là, pour vous aider là, dans tous les questions, les problèmes techniques, moi-même, Nathalie Côté, ou Cyrine El Amadoui, agronome au producteur de bovins. Et avant de laisser la parole à M. Quigley, j'aimerais rappeler que le webinaire est rendu possible grâce aux producteurs de bovins du Québec, au réseau AgriConseil et au programme VBP+. À ce moment-ci, moi, je vais arrêter mon partage et je vais permettre à M. Quigley de commencer son partage et faire sa présentation. Bonsoir à tous. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, ça va de notre côté. Bon, excellent. Je suis Edwin Quigley, un vieux vétérinaire. C'est pour ça que j'ai mis mon numéro de licence 2135. Si on regarde les niveaux, ils sont en 4000, 5000. Je suis vraiment un vieux vétérinaire qui a de l'expérience. Puis l'expérience, c'est la somme de nos erreurs. Ça m'a permis d'apprendre bien des choses. J'espère pouvoir partager ce soir. Je vous remercie premièrement d'être là, de prendre votre temps, de m'écouter. Ce que je veux que ce soit une soirée qui amène quelque chose à vous. Si vous avez des questions, on ne gêne pas, on les pose. On verra à la fin, on va essayer de revenir sur toutes les questions, mais il faut quand même sortir quelque chose de ce contenu-là, cette soirée-là. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi je ne peux pas changer de diapositive? Est-ce que vous avez vous avez plus qu'un écran ou? Non, juste une. OK. Pourtant, ça devrait fonctionner. Ça fonctionnait tantôt quand on a fait le test. Si vous utilisez votre souris, vous cliquez sur votre diaporama. On va regarder un petit peu. Cliquez, voir. Des fois, ça peut l'activer. C'est ça. Et voilà. Ah, et voilà. Donc, on va parler de médicaments. Les médicaments, c'est nécessairement les antibiotiques, les anti-inflammatoires, les hormones, les vermifuges, les vitamines, les fluides, les vaccins. L'industrie pharmaceutique actuellement là, est vraiment axée sur la vaccination, la prévention, les probiotiques. Il n'y a pas beaucoup de développement qui se fait du côté des antibiotiques. C'est que les anti-inflammatoires ont eu une bonne poussée ces dernières années. On va essayer de revoir ces produits-là, les nouveaux produits, comment les utiliser, comment les garder. Alors, pour commencer, on devrait se poser des questions. Pourquoi j'ai tous ces médicaments-là chez nous? Sais-tu à quoi ils servent? Est-ce que je sais comment les garder? Est-ce que j'ai les dosages? C'est-tu un produit qui est curatif? C'est-tu un produit préventif? Mes combinaisons sont-elles logiques? C'est-tu logique de donner toutes ces choses-là à un veau qui est en diarrhée? Est-ce que ça fonctionne vraiment?
C'est un peu ces choses-là qu'on va essayer de mettre en place ce soir. Je présume que si vous êtes là, c'est parce que vous avez des cas de diarrhée, des cas de pneumonie, des problèmes sur vos animaux. Donc, ça nous prend des médicaments pour régler ces problèmes-là. On va essayer de voir dans l'ensemble notre industrie ce qui est rendu. C'est que l'industrie bovine, actuellement, on est regardé beaucoup par la population. On a toutes sortes de mouvements, là, le mouvement vegan et autres, qui ont l'air de penser que de la façon qu'on fait nos choses. C'est que si on revient à l'industrie bovine, bien, il y a les animaux, il y a le producteur, il y a le consommateur. Les animaux, bien, tout le monde qui garde des animaux, c'est parce qu'il aime les animaux. Les vétérinaires travaillent là-dedans, c'est parce qu'ils aiment les animaux. Les producteurs, la population mondiale, c'est à peu près 2 de la population mondiale qui sont des producteurs. Tout le reste, c'est des gens qui sont pas reliés dans la production. C'est qu'il y a bien du monde qui regarde comment vous travaillez, qu'est-ce que vous faites, puis qui vont juger votre façon de faire. Ça, c'est le consommateur. C'est quand même lui qui va acheter nos produits, c'est quand même lui qui va permettre à une industrie de fonctionner. Le vétérinaire, il y a quelque part dans tout ça pour essayer de voir c'est quoi le mieux pour les animaux, comment je peux garder mon producteur en rentable et autres, que ça aille bien, et que mon consommateur soit satisfait. Donc, à chaque fois que je sors un médicament dans mon camion, il faut que je pense à ces 3 cellules-là. C'est-tu bon pour l'animal? C'est-tu utilisable pour le producteur? Puis le consommateur est satisfait de l'utilisation que je vais en faire de ces médicaments-là. Puis moins qu'on va utiliser de médicaments, mieux que ça va être. C'est là que la société s'en va actuellement. On ne veut pas beaucoup de médicaments. On veut que ça soit le plus proche du naturel possible. On a 2 gammes de produits. Ceux qu'on va dire frigo, c'est-à-dire les produits qu'on doit garder au réfrigérateur, puis ceux qui vont parler de température pièce. Ça implique, quelque part, de plus en plus de vaccinations. Les vaccins sont pratiquement tous des produits au frigo. Donc, ça va nous prendre une place pour mettre nos vaccins, pour garder nos vaccins à la température. On va parler souvent de 2 à 8 degrés Celsius. L'autre mention, c'est que moins de 15 degrés Celsius. Donc, ça prend une place réfrigérée et ça prend une place aussi tempérée où ça, que les médicaments vont être conservés. Mais ce qui est important dans les 2 catégories, on veut éviter le gel. C'est que si on regarde nos étables, ça veut dire qu'il faut que ces produits-là soient protégés du gel, parce que sinon, ça va affecter beaucoup leur efficacité. Le bord de châssis, j'ai pris un châssis de maison, mais souvent, on voyait avant des produits sur le bord des châssis. Les bords des châssis, c'est fait pour les fleurs, puis les chats, c'est pas fait pour les médicaments. Pour 3-4 raisons, changement de température, l'influence du soleil, ces choses-là. Donc, nos médicaments, c'est pas là qu'ils vont. Donc, on revient encore à notre industrie. Il y a des registres. De plus en plus, on vous demande des registres pour garder les différentes listes, les différents traitements et autres. Des anti-inflammatoires, les antibiotiques, les vermifuges, encore des registres, des vaccins. On sait que de plus en plus, il va y avoir des vaccins. On sait qu'on va être obligé de vacciner nos vaches aussi dans le vache-veau. C'est qu'il y a beaucoup de vaccins. Donc, le besoin d'un frigo. Mais avant d'avoir un frigo, la chose la plus importante, c'est d'avoir un local pour pouvoir placer ces médicaments-là, pour pouvoir garder ces médicaments-là. Donc, on aura un petit local isolé, chauffé, avec une surface de travail. Si on se dirige à nos jeunes producteurs, quand lui a repris de son père, la première chose qu'il a faite, il a construit. Je suis un grand fervent des étapes froides. La raison fort simple, c'est que les bovins, qu'ils soient laitiers ou de boucherie, c'est des animaux qui sont bien entre 4 et 8 degrés Celsius. Nous autres, une belle journée d'été à 25-30, on est heureux, mais les vaches sont heureuses entre 4 et 8 degrés Celsius. Donc, nos étables, on devrait exploiter ce côté-là, des étapes froides. Ici, c'est une étape froide, on voit d'ailleurs à travers des planches ajourées, c'est froid. Mais ça implique donc qu'il faut que j'aille un secteur, un petit local, c'est ce que je peux avoir, ce qu'il faut pour garder mes produits, bien les conserver. Si on regarde son petit bureau, il y a un espace, une place de travail, il y a une partie qui est chauffée, il y a une partie réfrigérée, il y a une place propre et sec à l'abri pour garder ses médicaments. Si on revient ici, on a même nos registres, il y a une place pour écrire, il y a ce qu'il faut jeter ses vieilles aiguilles, ses déchets biomédicaux, un peu d'alcool, faire le ménage. Puis ici, on voit les aiguilles de castration, les anneaux de castration qui, eux autres, devraient être gardés température pièce. Si vous mettez vos anneaux de castration au froid, au gel, bien, vous allez voir, ils ne sont pas très efficaces, puis là, la castration va aller moins bien. Donc, si on revient sur le local de notre monsieur, un beau petit local rentrant, on a même l'eau chaude. Ce qui est important pour les médicaments. Quand on va parler, par exemple, d'électrolyte à veau, il faut préparer ça avec de l'eau tiède. Donc, ça prendra de l'eau chaude. On aura une place pour pouvoir laver nos outils, nos instruments. Donc, on a tout ça dans ce petit local-là. L'autre chose que ce monsieur-là a fait dans son installation, c'est qu'il a fait 2 packs de vêlage qui sont fermés par rapport au reste du bâtiment et qui sont tempérés. C'est que si jamais on a une césarienne ou une intervention à faire sur une vache, on peut la faire à une température plus agréable pour tout le monde. Si on a un jeune veau à mettre sur fluide, on peut le mettre sans que les fluides viennent trop froids, que ce soit dangereux pour le veau. C'est que notre organisation ici tourne autour d'une bonne conservation de nos médicaments, un petit local pour travailler. Le plus important dans toute l'industrie, c'est d'avoir ça propre et sec.
Des veaux, là, il faut qu'on se garde dans la tête, là, c'est un bébé. Les bébés, on les enveloppe bien, on s'en occupe bien. Les veaux, c'est la même chose. Si on met nos veaux dans un bon environnement, ils vont aller bien. C'est important d'avoir ça propre et sec. Ce qui m'amène à parler du médicament le plus important de votre étable. Le médicament le plus important de votre étable, c'est la litière. Ça prend la litière, qu'importe que vous utilisez de la ripe, de la mousse de tourbe ou de la paille, ça en prend, puis ça en prend beaucoup, ça en prend de la propre. J'aime bien la paille pour les veaux, j'aime bien la paille pour les jeunes animaux parce que ça a l'effet de nidification, c'est un bon effet isolant pour les aider l'hiver. J'aime pas la tourbe l'hiver parce que c'est quand même un peu humide et puis ça ne retient pas la chaleur, mais c'est un bon produit pour l'été. La prévention au point de vue de la litière, c'est qu'on devrait avoir sur notre tracteur, sur notre équipement, 2 boquettes. Un boquette qui sert pour enlever le fumier et faire le nettoyage, puis un boquette qui reste propre, qui sert à étaler la litière propre. Je vais éviter ainsi de la contaminer parce que la plupart des germes se retrouvent au niveau de la litière par la présence de fumier. C'est que si déjà j'ai un boquette qui est sale et je pousse la litière avec, j'ai déjà contaminé ma litière. Donc, ce n'est pas une bonne stratégie. C'est que mon médicament le plus important dans votre étable, c'est la litière. Si on revient aux gammes de produits maintenant, le fameux frigo. Dans le laitier, avec ProAction, ces choses-là, on est rendu que beaucoup de monde a un frigo. On en voit aussi de plus en plus dans le bœuf. C'est important parce qu'on a de plus en plus de vaccinations à faire, puis l'avenir est sur les vaccins. Voici, ça, c'est le frigo, un des frigos de notre bureau. Qu'est-ce qu'on retrouve dans un frigo? Nécessairement toute la gamme de vaccins. On a plein de vaccins sur cet étage-là. Oups. On fait attention à la souris. Il y a plein de vaccins sur cet étage-là. On a aussi les autres produits qui sont importants, comme les pénicillines, qui doivent aller au frigo, que ce soit de la longue action ou de la pénicilline ordinaire. L'oxytocine. Ce sont grosso modo les produits qui doivent être au frigo. Un frigo ici sur une ferme, on voit dans l'étage du bas nos vaccins, la pénicilline, l'oxytocine. Puis ce frigo-là, il y a une qualité. Si on voit dans la porte, on ne peut rien mettre dans la porte. La porte, là, ça va juste bon mettre le ketchup. On ne veut pas mettre nos vaccins dans la porte parce que la porte, on va l'ouvrir, on va la fermer, puis il va y avoir trop de variations de température. Ce n'est pas là que les vaccins devraient aller. Les vaccins devraient aller au niveau du frigidaire lui-même, dans le centre du frigidaire le plus possible. Des produits qui ne devraient pas aller au frigo. On ne peut pas tout mettre au frigo parce qu'il y a des produits, par exemple, comme les trimethoprim sulfa, le Borgal ou le Trimidox, ce sont deux compagnies différentes. Au froid, ils vont avoir tendance à former des cristaux. C'est déjà des produits qu'on sait qui sont irritants. C'est que si en plus je le mets au froid et je l'injecte, on aura encore plus de bosse. C'est que ça, on ne veut pas ce genre de choses-là. C'est qu'il y a des produits qui vont au frigo, des produits en température pièce. Bon, justement, nos produits à température pièce, j'ai dit tantôt qu'on ne les mettait pas sur le bord des chaussées, il faut les mettre quelque part. Idéalement, on aura une belle petite armoire fermée où c'est ce qu'on peut garder ces bouteilles-là. L'avantage de l'armoire fermée, c'est que le produit, la bouteille va rester propre. Parce qu'il y a un autre danger aussi quand nos bouteilles sont dans la poussière ou dans les différentes surfaces, c'est qu'on peut contaminer la bouteille, puis en injectant dedans, on va finir par rentrer des saletés dans notre produit pour retirer ça. Puis là, le produit est contaminé. Puis là, on va avoir des problèmes, des bosses, ou mauvaises réactions, ou même des réactions allergiques à ces produits-là. Donc, une belle place, un frigo pour garder les produits qui vont au frigidaire, et puis une petite armoire sec, propre, qu'on peut mettre nos produits dedans, facile d'accès. Si on voit avec les injections maintenant, là, on a une gamme de produits, il faut les injecter. On a vu l'industrie, là, on nous a précisé beaucoup, c'est ce qu'on devra faire nos injections. Les injections devraient se faire dans le cou le plus possible. Et puis, actuellement, on favorise de plus en plus les injections sous-cutanées. Donc, tout ce qui se donne en sous-cutané, on devrait le donner. Pourquoi? Parce que c'est quand même assez simple à donner, puis on n'affecte pas la viande de nos animaux, il n'y a pas de parage à faire lors des abattages et autres. Dans le bovin de boucherie, nécessairement que tout ce qui est les quartiers arrière devraient être évités. On ne fait aucune injection dans ces coins-là. Même dans le bovin laitier, pas trop d'injections en arrière. On veut faire des injections au niveau du cou, la région sous-cutanée et la région intramusculaire du cou. Pour faire ça, bien, ça prend quand même une bonne manipulation des animaux. Ça prend une contention, que ce soit sécuritaire, que ce soit facile à faire. Parce qu'on a tendance à penser que ce n'est pas facile de faire des injections sous-cutanées, mais souvent, c'est la contention qui manque. Donc, tantôt, on va parler un peu de système de contention. Utiliser une aiguille à largeur et de calibre approprié. Je vais revoir tantôt le calibre des aiguilles, mais c'est important. On ne peut pas injecter du Borgal ou du Trimidox avec une aiguille 18. On peut l'injecter mieux qu'une aiguille 16. Mais ça prend une bonne aiguille, puis idéalement une aiguille neuve qui coupe bien. Ces animaux-là, quand on va les rentrer dans nos corridors, quand on va rentrer dans les chutes, si c'est très douloureux, s'ils se font manipuler, s'ils se font brasser, ils vont s'en rappeler. Le prochain coup, ils ne vont pas se présenter là. Que si on a une bonne manipulation, on a une aiguille qui coupe bien et que l'injection se fait bien,
ben, le souvenir n'est pas si mauvais, puis le prochain coup, ils vont peut-être venir plus facilement. Je reviens encore au cutané, c'est important, on va redéfinir la zone comme il faut tantôt. Puis souvent, dans la plupart de nos produits, on va parler d'un 10 à 15 ml par site maximum. Puis c'est quoi un site? Un site, c'est ça ce que j'ai injecté. Il faut qu'il y ait au moins 4 pouces entre 2 sites d'injection. Par exemple, on doit donner de la pénicilline, on doit donner 50 cc de pénicilline. Si on dit que c'est 15 cc maximum par site, il faut que je donne au moins dans 3 sites mon injection. Ce n'est pas juste de réorienter l'aiguille et de la repiquer à côté, c'est carrément changer une largeur de main entre 2 sites. Changer l'aiguille à chaque injection, on va revenir là-dessus tantôt, mais c'est quand même important d'avoir des aiguilles qui coupent. Donc, si on revient au site d'injection, en vert, c'est l'injection intramusculaire, en bleu, c'est l'injection cutanée. Mais c'est juste dans le milieu du cou. Parce que si on en regarde en haut, le ligament nucal, là, c'est l'espèce de gros élastique qui tient le cou. Celui, on ne peut pas l'injecter là parce que ça ne sera pas absorbé assez rapidement. Au niveau de la colonne, on ne va pas injecter là non plus parce que ça ne sera pas absorbé. Au niveau de l'épaule, ce n'est pas la partie qu'on doit injecter, puis non plus au niveau de la gouttière jugulaire. Notre région n'est pas très grande au niveau du cou pour faire nos injections. C'est important d'essayer de travailler dans ces sites-là pour que l'absorption se fasse bien, pour éviter aussi qu'on brise la viande, ces choses-là, qu'on blesse l'animal. Un exemple d'injection cutanée, on va faire la petite tente, on va injecter dans la tente, puis là, à ce moment-là, on a pas une aiguille bien longue parce qu'on veut injecter en dessous de la peau. Une bonne injection cutanée, si on a mis un certain volume, ça va faire une petite bosse. C'est normal parce que c'est juste entre la peau et la viande. C'est ça, une injection cutanée. Pour que ça fonctionne bien, il faut commencer par contentionner nos animaux comme il faut. Puis dans le bœuf, c'est essentiel. Je pense qu'il y a une bonne contention. Là, je vais montrer un système américain dehors, mais ça pourrait être en dedans. Mais l'idée, c'est d'avoir un corridor, d'avoir une cage, pour pouvoir immobiliser ces animaux-là, pour pouvoir les manipuler de façon adéquate. Mais ce qui est important avant tout, c'est de les rentrer dans ces corridors-là, dans ces cages-là, et puis de les manipuler avec douceur. Les vaches, ça a juste une vitesse. Ça marche un peu moins vite qu'un humain. Donc, ce n'est pas en essayant de les pousser, en essayant de les faire aller vite que ça va aller bien. Quand ça bouge, on les laisse marcher. On les pousse jusqu'à la cage, puis s'ils n'ont pas trop peur, la cage, ils vont rentrer, puis on va pouvoir fermer la cage, puis faire notre travail, les relâcher. Mais si on les pousse, qu'on booste beaucoup après, qu'on crie beaucoup après, qu'on sert de l'hydraulique pour les squeezer tant qu'on peut, le prochain coup, ce n'est pas sûr qu'on va vouloir se présenter là. Donc, un bon système de contention bien pensé va faire une bonne manipulation. Là, on va le temps de faire des injections bien faites, on va le temps de changer nos aiguilles, faire nos choses de façon ordonnée et sécuritaire pour tout le monde. Ici, ce qu'on a, c'est un monsieur qui est en train de charger 12 veaux avec un doigt en l'air. Pas plus que ça. Puis on voit, il n'y a même pas de corridor à rien. Le trailer est parqué au bout, puis là, lui, il va les rentrer. C'est du stockmanship qu'on appelle. C'est l'art de déplacer des vaches. C'est facile quand on sait comment ils fonctionnent. C'est facile quand on sait à quelle vitesse ils vont. Une vache ne peut pas aller plus vite, un veau ne peut pas aller plus vite. Si ça se déplace tranquillement, c'est assez. Si moi, j'avais eu ces connaissances-là quand j'ai gradué, j'aurais fait un meilleur vétérinaire de moi-même. J'ai fini par rencontrer Mme Temple-Grandin, qui est une autiste, qui, elle, on la voit assise ici, mais c'est ça, elle s'assisait au niveau des animaux, puis elle essayait de comprendre ce qui se passait. Puis c'est elle qui nous a donné les principes du stockmanship. Puis ça, c'est important. Là, dans le bœuf, il y a eu toutes sortes de présentations faites par différents vétérinaires et différentes compagnies pharmaceutiques, mais il faut comprendre comment du bœuf, ça se déplace. Il faut prendre comment des vaches, ça se déplace. Puis là, après ça, on peut les amener dans nos corridors et d'autres. On peut faire des injections facilement, sans les brusquer, puis sans qu'il y ait peur. Puis on puisse reprendre puis recommencer à nouveau. Je reviens aux aiguilles. Si on regarde dans le porc, c'est sûr qu'on doit utiliser des aiguilles détectables. Dans le bovin, on n'a pas cette obligation-là pour le moment. C'est que dans ma tête, on va prendre l'aiguille la moins chère possible. Si on regarde cette compagnie-là, ça coûte environ 6 cents l'aiguille. À 6 cents l'aiguille, c'est fort simple de changer l'aiguille à chaque animal. Puis pourquoi je veux changer d'aiguille à chaque animal, c'est que j'y ferais pas mal. Une aiguille qui coupe bien, ça rentre bien, puis ça va bien. Une aiguille que ça fait 20 vaches qu'elle pique, la dernière, elle s'en rappelle en Moses parce que ça rentrait là de force et non par la facilité. Les aiguilles neuves, si on les jette à chaque fois, même si elle n'est pas très faite forte, elle ne cassera pas, on la jette après utilisation. C'est que l'idéalement, une aiguille neuve à chaque injection, l'animal va mieux. On sait que l'aiguille n'est pas contaminée, on sait que l'aiguille ne cassera pas dans l'animal. Il y a différents calibres d'aiguilles pour différents produits puis pour différentes injections. Tout ce qui est veau, selon moi, devrait travailler avec des aiguilles de 18 1 pouce de long. C'est suffisant pour les veaux. Ça, c'est l'aiguille universelle pour les veaux. Toutes les injections peuvent se faire avec des 18 1 pouce. Pour ce qui est des vaches,
là, ce n'est pas la même recommandation. Par exemple, si on prend le Borgal ou le Trimidox, encore une fois, c'est un produit qui est quand même assez visqueux. C'est qu'à une 18, ça va aller un peu mal. Ce qu'on va travailler plus avec une 16, c'est des produits qui sont homologués intramusculaires. Donc, on va aller avec une aiguille d'1,5 pouce. Tout ce qui est intramusculaire devra avoir une aiguille d'1,5 pouce. Dans le sens que je dois être sûr de bien traverser la peau, l'épaisseur de gras qui est là et rentrer dans du muscle suffisamment épais pour avoir une bonne absorption. C'est que tout ce qui est produit épais, par exemple, je reviens à dépoussiline, les trimethoprim sulfa, on va vouloir utiliser une aiguille 16, 1,5 pouce. Si on, par exemple, on regarde les vaccins, beaucoup de vaccins sont homologués maintenant en sous-cutané. C'est qu'une 16, c'est trop gros. On va aller avec une 18. En sous-cutané, 1 pouce, c'est suffisant. Si vous donnez intramusculaire, on va aller avec 1,5 pouce. Par exemple, les hormones sont tous des produits qui sont homologués pour une injection intramusculaire. C'est important que ça aille intramusculaire pour que ça soit bien absorbé, que ça fasse leur effet. Là, on va aller avec des aiguilles d'1,5 pouce. Donc, si on se résume, les produits épais et visqueux vont utiliser des aiguilles 16, 1,5 pouce pour aller en intramusculaire. Tout ce qui se donne en sous-cutané, on pourrait aller avec une aiguille 18, 1 pouce. Les veaux, on va travailler avec du 18, 1 pouce. Et tous les produits hormonaux, c'est important que ça rentre bien, que ça s'absorbe bien rapidement pour avoir l'effet pic qu'on veut. Donc, des 18, 1,5 pouce. Si jamais vous travaillez avec des intraveineuses, là, on va travailler avec des aiguilles plus grosses pour donner, par exemple, du calcium, du dextrose, ce genre de choses-là. Les fameuses seringues qu'on va utiliser, la seringue du centre, c'est probablement le vieux modèle, comme je suis un vieux vétérinaire. C'est le genre de seringue qu'on réutilisait, qu'on lavait, qu'on faisait toutes sortes de choses avec. Ce n'est plus une bonne façon de travailler. C'est des seringues qui sont dures à nettoyer, puis nécessairement des résidus. Il reste des résidus dans ces seringues-là. Quand on va injecter d'autres choses, ben, on va avoir une influence sur notre produit. La seringue qui est marquée 2 ml pourrait être utilisée, par exemple, pour donner un vaccin qui est au haut du 2 ml. Mais si on l'utilise pour donner un vaccin, elle sert qu'à donner un vaccin. On ne change pas de sorte de vaccin, on garde juste une sorte de vaccin. L'idée, ce n'est pas de mélanger dans les seringues différents produits. Une seringue qui est servie à donner de la pénicilline, on ne peut pas la laver pour utiliser lui donner un vaccin. Une seringue qui donne de la pénicilline, on ne peut pas la laver pour donner une hormone. C'est qu'on on travaille autant que possible avec des aiguilles neuves, des seringues neuves. C'est que les seringues, c'est essentiel de bien nettoyer l'extérieur et de la stériliser. Surtout pas laver ou désinfecter l'intérieur de la seringue. C'est impossible de rincer de façon totale ces détergents-là et autres produits. C'est qu'on ne peut pas bien nettoyer ces seringues-là. C'est impossible de les garder propres. Donc, il y a trop d'influence. On ne veut pas contaminer nos produits. On ne veut pas mélanger les produits. Donc, l'idéal, des belles seringues neuves. Une seringue neuve coûte pratiquement rien maintenant. Les seringues de 5-6 cc vont coûter à peu près 15-20 sous. C'est qu'on prend une seringue neuve, on fait nos injections, on jette, on recommence avec du neuf. On ne va pas réutiliser ces seringues-là, par exemple. C'est important. L'autre jour, j'ai travaillé dans un troupeau parce qu'on a de mauvaises performances en reproduction. Puis finalement, le monsieur finit par me dire qu'il a pris sa fertiline avec une vieille seringue qui avait donné de la pénicilline avec. On ne fait pas ce genre de mélange-là. Les seringues ne sont pas dispendieuses, on les change, puis on recommence tout avec des seringues neuves. Exemple, ici, à l'automne, on fait beaucoup de préparations de commandes et autres pour pouvoir donner nos injections, nos vaccins. C'est quoi le défaut de cette commande-là? Le monsieur a demandé du vaccin, oui. Il n'a demandé aucune aiguille, aucune seringue. On devrait avoir des aiguilles, on devrait avoir des seringues qui suivent les vaccins à chaque fois pour être sûr qu'on est dans le neuf tout le temps pour bien donner nos produits. Ici, un bel exemple. Ça, c'est une belle commande à mon goût. Il y a une boîte d'aiguilles, il y a 2-3 seringues, il y a différents produits à vacciner, il y a des produits intranasaux, il y a des produits sous-cutanés ou intramusculaires. On a ce qu'il faut pour les donner, ce qui est excellent. Si on va maintenant dans les gammes d'anti-inflammatoires, on a parlé beaucoup qu'actuellement, l'industrie a changé. Le bien-être animal, c'est rendu très important. C'est qu'il y a beaucoup d'anti-inflammatoires qui ont fait la réparition. On a toute une gamme de produits maintenant. Chaque anti-inflammatoire a des qualités différentes les uns des autres. D'autres vont travailler plus sur la douleur, d'autres vont travailler plus vite sur la fièvre, différentes choses. Mais la voie d'administration est importante. Par exemple, la banamine. La banamine se donne seulement intraveineuse chez les bovins. C'est une des plus grandes causes de parage de carcasse aux États-Unis, la banamine, lorsqu'elle se donnait intramusculaire. On ne le voit pas, nous, mais quand on va parer ces animaux-là, la viande est vraiment brisée par la banamine. C'est que la compagnie a développé une forme qu'on peut verser sur le dos, une forme topique. C'est qu'il y a différents produits maintenant à cette heure qui facilitent l'utilisation.
Je reviens encore aux anti-inflammatoires. Il y en a toute une gamme. Il faut bien connaître les dosages. Puis les anti-inflammatoires comme les antibiotiques, le dosage est en fonction du poids. C'est que ce n'est pas un dosage uniforme, c'est en fonction du poids. Par exemple, dans le cas de Meloxicam, ça va être 2,5 ml par 100 kg. C'est qu'il y a un dosage en fonction du poids. Il faut bien établir le poids de l'animal et l'utiliser de façon constante. Les vaccins, eux autres, ce n'est pas en fonction du poids. C'est qu'il y a une différence là. Un vaccin, c'est 2 ml, que ce soit un petit veau, un gros veau, une grosse vache, une petite vache, c'est 2 ml. C'est important de connaître ces produits-là. Dans quel groupe qui est, puis comment que je dois gérer son dosage. C'est que je reviens encore à mes anti-inflammatoires. Il y a 2 nouveaux produits ces dernières années. La banamine, au lieu d'être en injectable, est en transdermique. Donc, on verse sur le dos, pareil, comme un vermifuge dans le temps. Puis, il a une très bonne absorption et une bonne efficacité. L'autre produit qui a fait son apparition, c'est le Meloxicam, une suspension orale. On va donner ça par la gueule des animaux, puis on a une bonne efficacité. Le Meloxicam, c'est peut-être pas le plus rapide au point de vue de la fièvre, mais c'est le meilleur au point de vue de la douleur. C'est un produit qui est homologué pour contrôler la douleur intestinale et homologué pour contrôler la douleur des cornages, ces choses-là. Donc, c'est des nouveaux produits qui sont faciles à utiliser, qui ne laissent aucun résidu sur nos carcasses. Donc, de plus en plus intéressant à travailler dans l'industrie que nous sommes actuellement. Si on revient aux vaccins, les vaccins conservés entre 2 et 8 degrés Celsius, même une fois reconstitués. Les vaccins, c'est important qu'ils soient au frigidaire. Tous les vaccins qui partent de notre bureau sont mis dans des glacières, sont transportés à la maison, puis remis au frigérateur. Et puis, c'est important, une fois reconstitués, de les garder à température 2 à 8 degrés Celsius. Donc, pas nécessairement à grosse chaleur. On va éviter la congélation. Aucun vaccin ne devrait geler, aucun médicament ne devrait geler. Utiliser les seringues, des aiguilles stériles, donc neuves. Ne jamais utiliser des vieilles seringues qui ont utilisé à autre chose pour donner des vaccins. Parce que vous allez avoir une perte d'efficacité au niveau du vaccin. Je vous ai dit, j'ai vaccine, ça n'a pas d'efficacité, mais c'est une mauvaise administration du vaccin. Ce n'est pas le problème du développement du vaccin. Aucun contact avec des produits chimiques. Je reviens encore à mes seringues. On ne peut pas laver une seringue, désinfecter une seringue, puis l'utiliser pour vacciner par la suite. Des vaccins, on devrait avoir des seringues neuves. Connaître le dosage d'un vaccin, que le voie d'administration, les périodes de retrait. Tous les vaccins qu'on peut utiliser en sous-cutané, on va essayer de favoriser les utilisations en sous-cutané. Un vaccin, on va mélanger ça délicatement. La partie liquide et la partie sèche, on va les mettre en contact, puis on va rouler la bouteille délicatement. On ne veut pas ajouter ça de façon vigoureuse là, pour briser les molécules. Un vaccin, c'est quand même un produit qui est délicat. Donc, on reconstitue notre vaccin, on l'agite délicatement, puis là, il est prêt à utilisation. Idéalement, il devrait être reconstitué, utilisé dans les 30 minutes. Pas beaucoup plus longtemps, c'est qu'on va préparer un petit nombre de vaccins, on va les donner à mesure qu'on s'en va. Exemple ici d'une livraison là, au bureau, une bonne glacière, les vaccins sont dedans. Je n'ai pas montré, mais notre producteur au début, il y avait 2-3 boîtes vides de vaccins. Les vaccins devraient se véhiculer dans ça, toujours avec une glace pour éviter les changements de température. Au travail, on pourrait les placer dans un petit contenant comme ceci. On a des vaccins, on a des belles aiguilles neuves, on a des seringues, puis on a une glace dans le fond de tout ça. Puis j'ai reconstruit une seule bouteille. Une fois qu'elle est finie, je reconstitue une autre. J'ai peut-être, disons, dans ce cas-ci, 25 veaux à vacciner. Bien, une bouteille à la fois, on reconstitue. Si on continue nos médicaments, les médicaments que j'ai classés essentiels, surtout que ce soit du vache-veau ou que ce soit du laitier, des médicaments qu'on n'a pas le choix d'utiliser qui sont importants. Puis un qui n'est pas vraiment un médicament, c'est le colostrum. Mais il y a de plus en plus de compagnies qui fabriquent des substituts ou des remplacements de colostrum. Il faut comprendre la différence entre le vrai colostrum de la vache puis le colostrum en sac. Idéalement, dans ma tête, toutes les fermes devraient utiliser le colostrum que les vaches produisent, ce qui est important. Parce que, ce n'est pas juste des IgG, ce n'est pas juste des immunoglobulines du colostrum, c'est des vitamines, c'est des minéraux, c'est de l'énergie, c'est des protéines, il y a toutes sortes de choses là-dedans. Il y a environ 200 éléments importants pour le veau dans le colostrum. C'est qu'idéalement, on travaille trop avec le colostrum de la ferme. Certaines vaches vont voler, d'aucunes n'auront pas de colostrum, d'aucunes il y a plein de sang, d'autres problèmes où il y a de la mamite, puis là, on va vouloir remplacer. Ma première option, ce serait d'avoir du colostrum congelé de la ferme. Sinon, j'ai ces produits-là. Là. Le produit de gauche en rouge, c'est un produit de remplacement, tandis que l'autre, c'est un produit de complément. C'est-à-dire que là, on va donner ce produit-là en plus d'un peu de colostrum de la vache pour essayer de compléter et s'assurer qu'on rentre assez de colostrum dans ces veaux-là. Autre produit essentiel pour justement accélérer, d'améliorer notre colostrum, il y a différents vaccins qui se donnent maintenant aux vaches, différentes compagnies qui en fabriquent. On va donner ça
à la période sur ce que la vache produit son colostrum. C'est-à-dire, là, tout de suite, 2 mois avant le vêlage, elle commence déjà à préparer ce colostrum, parce que les vaccins-là devraient arriver dans ces régions-là. Ces produits-là, leur but, c'est d'améliorer le colostrum contre des pathogènes importants comme le coli, rotavirus, coronavirus, qui vont attaquer nos veaux. Dans nos essentiels, la vitamine E, sélénium. Dans le bœuf, je pense que c'est un acquis très important. Tout le monde va donner ça à leur veau. Mais je pense que dans le laitier, on devrait peut-être l'utiliser encore plus aussi. Ces produits-là, c'est des vitamines, c'est des produits qui sont délicats. Il y a eu beaucoup de réactions avec ces produits-là. Il faut voir comme il faut l'homologation. Par exemple, le Célon E est juste homologué intramusculaire. Le Muse, le Distocel peuvent être donnés sous-cutanés ou intramusculaires. Mais c'est des produits délicats qui peuvent amener des réactions. Donc, bien conservés. Température est importante, il faut éviter le soleil. Ces bouteilles-là sont ombragées, c'est une raison pour. C'est des produits sensibles à la lumière, donc pas exposés au soleil. Puis ce n'est pas des produits, si c'est gelé, si c'est pas assez date, à ne pas utiliser. Ça va avoir des réactions, puis il peut y avoir des mortalités. L'autre chose, en donner, c'est bon, en donner trop, c'est pas mieux non plus. Parce que le Célon E, si vous en donnez trop de façon répétée, encore là, ça peut être toxique pour les veaux. Donc, une bonne recommandation là-dessus, c'est à la naissance, puis un peu avant des mettre dehors, là, c'est ça, on va répéter une dose, mais c'est un essentiel. L'autre essentiel qu'on a vu ces dernières années revenir en force, c'est le vaccin du charbon. Malheureusement, cette année, là, on a quand même une bonne liste de producteurs qui ont eu des pertes de charbon. Puis là, on se dit pourquoi, quand moi j'étais jeune vétérinaire, on vaccinait le charbon de façon religieuse. Tous les printemps, il fallait vacciner tout le monde avant de les mettre dehors. Puis on a une pratique qu'on a laissé aller un peu. Puis finalement, on s'est aperçu cette année, là, on a au moins un certain nombre de clients qui ont perdu 9, 10 veaux, des beaux veaux quasiment prêts à vendre, qui sont trouvés morts dans le champ. C'est du charbon assez souvent qui est la cause de ça. J'ai mis des prix ici juste pour montrer un peu l'importance de ce vaccin-là. Il ne coûte rien, ce vaccin-là. Il coûte 80 cents la dose. Pourquoi s'en priver? La plupart m'ont dit il fait des bosses, il y a différentes choses. C'est vrai parce que dans la monographie, c'est marqué que c'est un vaccin qui peut amener une formation d'une bosse suite à une réaction qui va disparaître sous peu. Mais c'est un vaccin qui est important. Donc, dans mes essentiels, un vaccin, ça peut être du Tasvac, ça peut être du Covaxin, ça peut être d'autres compagnies, mais ça prend un vaccin contre le charbon. Le 4 ml sous-cutané, il est homologué sous-cutané seulement. Ne pas donner intramusculaire. Ça va faire des machins de bosse. Puis le 4 ml, que le veau pèse 50 livres, qu'il pèse 100 livres ou 200 livres, que ce soit une taille de 2 ans, c'est 4 ml. Les vaccins ne sont pas reliés à la fonction du poids. Ils sont reliés en fonction du développement d'une unité, d'un volume. Puis ça, c'est le genre de produit de ne pas garder après utilisation. On sait que c'est un vaccin qui est quand même un peu irritant, qui va tendance à faire des bosses, que c'est le genre de vaccin que j'ai vacciné, mettons, 15 veaux aujourd'hui, j'en avais pour 25, bien, le reste, je suis tout semaine de l'acheter pour partir une bouteille neuve la prochaine fois, qu'on essaie de le garder puis faire une petite économie d'échelle qui est inutile, puis avoir des veaux qui vont réagir, qui vont faire des bosses et autres qui vont avoir des problèmes. Donc, dans mes essentiels, le vaccin du charbon. Maintenant, si on regarde les hormones, je l'ai dit tantôt, intramusculaires seulement. Tous ces produits-là, là, que ce soit l'estromède, l'utalyse, les prostaglandines et puis les GnRH sont homologués intramusculaires seulement. Ne jamais mélanger ça avec rien. C'est-à-dire des seringues neuves, encore une fois. On ne peut pas prendre une seringue qui est servie à la pénicilline, qui est servie à du vaccin pour donner de la fertiline. On ne veut pas que c'est des produits qui sont en petit volume, qui peuvent réagir très rapidement. Si vous, par exemple, vous faites un programme de synchronisation et ça ne marche pas, bien, la première chose, je vais me poser une question. Est-ce que j'ai gardé mon produit comme il faut? Est-ce que je l'ai donné le bon dosage? Est-ce que je l'ai donné de la bonne façon? Est-ce que ma seringue était propre? C'est important dans ces produits-là. Il ne faut pas qu'ils réagissent. Il ne faut pas qu'ils soient exposés à d'autres choses parce que ça va les inactiver pratiquement tout de suite. Les fameux antibiotiques. Les antibiotiques, on a eu des changements de loi au Québec. On a eu l'application du MAPAC avec les classes 1, 2, 3, 4. Donc, les classes 1, on a essayé de les utiliser un petit peu moins. On essaie de favoriser les autres classes. On va garder les classes 1 dans les cas d'extrême, ces choses-là, sur recommandation vétérinaire directe. Il n'y a pas beaucoup de développement qui se fait sur les antibiotiques ces dernières années. Les compagnies pharmaceutiques, ce n'est pas là qu'ils travaillent. C'est qu'il faut préserver ce qu'on a comme antibiotiques. Les antibiotiques, bien, le dosage est important. Le dosage est en fonction du poids. C'est qu'il faut bien estimer le poids de l'animal. On va le mesurer, on va le toiser, on va le peser sur une balance, mais il faut avoir le poids le plus juste possible pour bien utiliser l'antibiotique. Et puis, après ça, bien, il y a des produits spécialisés. Par exemple, le Draxxin. Le Draxxin, ça a été développé pour traiter les problèmes respiratoires. La façon qui est faite, il va diffuser dans les poumons. C'est que ça ne donne à rien de donner du Draxxin pour essayer de traiter de la diarrhée parce qu'il ne diffuse pas beaucoup dans l'intestin. Il est vraiment fait pour aller aux poumons. Donc, ces produits-là, il faut les utiliser pour la bonne place.
quand on parle d'utilisation rationnelle des antibiotiques, ben, l'antibiotique qui est bien connu, l'antibiotique qui sait, on sait dans quoi il est développé, ben, il est là, il va aller là. Un autre exemple, le Polyflex, c'est de l'ampicilline. Avec les classes 1, 2, 3, 4, là, notre gamme d'antibiotiques n'est pas très grande. Là. On a la pénicilline, on a les trimethoprim sulfa, on a les tétracyclines, c'est tout ce qui nous reste. Polyflex en un, c'est une ampicilline de la famille de la pénicilline. Puis lui, ben, la subtilité qu'il y a, c'est qu'une fois reconstitué, on doit le garder au frigidaire. C'est que si on vous laisse, par exemple, une bouteille de Polyflex pour traiter un cas de pneumonie sur une vache, ben, c'est important d'avoir un frigidaire parce qu'une fois reconstitué, il faut qu'il aille au frigidaire, puis il est bon 1 mois au frigidaire s'il est bien conservé, mais pas plus. Je reviens aux antibiotiques. Chaque antibiotique a une spécification, il y a un spectre d'action, puis plusieurs sont développés de façon spécifique. C'est que les fameux mélanges, là, on voit souvent dans le bœuf, là, on va arriver traiter un veau, bon, ben, il y a eu du Rexin, il y a eu ci, il y a eu ça. On a tout mélangé ce qu'on avait, mais c'est peut-être pas une bonne utilisation des antibiotiques. Puis même les veaux en diarrhée, à cette heure, on sait bien qu'on n'utilisera peut-être pas beaucoup d'antibiotiques dessus parce que ça ne change rien. On va utiliser plus, par exemple, un anti-inflammatoire tel que le meloxicam, qui, lui, va enlever la douleur au point de vue intestinal. Un veau qui est en diarrhée, c'est un peu comme nous autres quand on a une gastro. Là. On a mal dans le ventre, on ne file pas. Ben, on va essayer de contrôler cette douleur-là, ce veau-là. On va améliorer son confort, on va améliorer son bien-être, puis il va pouvoir passer à travers beaucoup plus facilement. Mais là, on va utiliser un anti-inflammatoire à ce moment-là, comme par exemple le meloxicam. Ce n'est pas un antibiotique qui va nécessairement régler nos problèmes de diarrhée. Dans les cas de diarrhée sévère, ça serait dire le veau est vraiment abattu, il est faible, il y a du sang dans ses selles, ces choses-là. Là, on va peut-être être justifié à mettre un antibiotique. Mais un veau qui est juste en début de diarrhée n'a pas un antibiotique. Les antibiotiques, là, on a changé beaucoup notre façon de fonctionner avec. Il faut revoir ça puis essayer de limiter l'utilisation des antibiotiques pour essayer de les préserver dans le temps. Les antiparasitaires. Ça, c'est encore une gamme où avant, on traitait beaucoup, puis là, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de résistance avec ces produits-là. Peut-être qu'on les a mal utilisés. Encore une fois, les antiparasitaires, là, je parle de l'Ivomec, les autres produits, le Panacur et autres. C'est des produits qui sont en fonction du poids, encore une fois. Il faut bien estimer le poids des animaux avant de mettre notre versable sur le dos, notre injectable ou notre Péros. Les combinaisons, là, on combine beaucoup de Péros avec du versable, bien, c'est en fonction de la saison. En plein hiver, des parasites internes ne sont pas actifs. Ça ne donne rien d'utiliser les produits espérant qu'on va traiter les parasites internes. On peut traiter les parasites externes, par exemple, les problèmes de peau en hiver avec les Prinex, ces choses-là. Mais pour ce qui est des parasites internes, il faut favoriser l'utilisation en fonction des saisons. L'été, au cours de l'été, les parasites vont monter, donc on va avoir des périodes stratégiques d'utilisation, puis à l'automne, on va vouloir vermifuger notre troupeau. Mais il ne faut pas attendre trop tard l'automne. Rendu aux fêtes en janvier, il est trop tard parce que là, les produits n'ont pas l'efficacité parce que tout simplement, les parasites sont moins actifs. C'est qu'encore là, les antiparasitaires sont une gamme importante en fonction du poids à bien utiliser pour éviter les résistances. Les fluides sur le métivo, les fluides sur les vaches. Dans le bœuf, malheureusement, bien, il va y avoir des veaux qui vont avoir de la diarrhée, qui vont aller en décubitus, qu'on va vouloir les mettre sur fluide intraveineux, mais on ne peut pas mettre un veau sur fluide intraveineux au froid. C'est important d'essayer de garder ces produits-là chauds. Puis, par exemple, du Caflight ou n'importe quel autre électrolyte à veau, ça doit être dilué dans de l'eau chaude pour amener au veau le produit à bonne température et qui fonctionne bien. Donc, je reviens encore dans mon installation du début. Ça prend de l'eau chaude à cette heure dans l'installation d'animaux parce qu'on a besoin pour différentes interventions. Même chose, un veau. On peut garder des veaux dehors au froid, mais on va lui mettre un petit manteau, des choses pour essayer de les garder au chaud. Ça prend environ 20 jours à un veau de contrôler sa température. Les 20 premiers jours de sa vie, il est sensible au froid. Je vais parler de paille, on va mettre de la paille, faire un nid, faire un bon isolant, mais on va vouloir mettre un manteau à ces veaux-là aussi pour les aider. Puis les veaux qui sont en diarrhée, bien, ils ont déjà de la misère, parce que les manteaux sur ces veaux-là sont encore plus importants pour les aider à passer à travers, en plus de mes fluides. Des fluides qui doivent être donnés à bonne température. Si on regarde la date de péremption, ce n'est pas juste mis là pour rien, c'est important. Quand le produit est expiré, il est expiré. Surtout quand on va parler, par exemple, des vitamines, là, le sélénium, ces choses-là, quand on va parler des vaccins. Quand c'est expiré, ça ne donne rien d'avoir les utiliser. Puis l'autre chose, là, ici, j'ai une bouteille de tétracycline. Ce n'est peut-être pas évident à votre écran, mais si on regarde du côté gauche de la bouteille, là, il y a du noir à sa paroi. Le produit est complètement noir. Ce produit-là, il n'est pas en état d'être utilisé. Cette bouteille-là ne devrait pas être utilisée. Ça, c'est à mettre aux déchets biomédicaux et puis on reprend du neuf. Ça ne donne rien d'essayer d'utiliser des produits qui ne sont pas à ces dates. On ne sait pas leur efficacité, on ne sait pas comment ils ont été
conservés. On ne sait pas s'ils ont été contaminés par notre manipulation en injectant de l'air pour les aspirer. Donc, la date de péremption, c'est à respecter, puis c'est important. Les fameux déchets biomédicaux, j'ai dit qu'on va changer d'aiguille à toutes les vaches, mais les aiguilles, il y a une place spéciale pour ça. Quand moi, j'étais jeune vétérinaire, au début, on n'avait pas ces équipements-là, puis mon père a fini par faire une méchante infection à une main en essayant de mettre les vidanges au chemin à soir parce qu'il s'en est piqué une dedans, puis ça a fait une infection. C'est des choses qui vont arriver. On a encore des badlocks à tout bout de champ avec du monde qui se pique sur une aiguille contaminée. C'est qu'il y a une place pour ça. C'est nous qui distribuons ces contenants jaunes-là. Demandez ça à votre vétérinaire, vous amenez ça. Toutes les aiguilles là-dedans qui sont utilisées, on les jette là-dedans, puis c'est étanche, puis c'est fait. Il y a quand même des frais à l'utilisation de ces produits-là, mais c'est important parce qu'il y a une règle au Québec qui dit que les déchets biomédicaux sont réglementés. L'entreposage doit se faire séparer des ordures ordinaires. On ne peut pas mettre des aiguilles ou des bouteilles de médicaments aux déchets ordinaires. Les aiguilles dans un contenant sécuritaire devraient même avoir un registre de tous ces produits-là. Nous autres, au bureau, la façon de fonctionner, c'est qu'on distribue les contenants pour les aiguilles, puis on récupère les bouteilles de produits expirés et autres pour faire la disposition en fonction des déchets biomédicaux. Il y a AgriRécup qui fait aussi une récupération une fois par année, ce qui est une façon de se disposer des produits expirés ou perdus ou trop vieux ou mal conservés, plutôt que d'envoyer ça dans les ordures ordinaires. C'est pas là que ça va. Donc, en conclusion, on va essayer de faire le tour vite fait un peu de tout ce qui est médicaments. Puis un peu à l'instar de ce qu'on a dans le bovin laitier, là. Dans la ProAction, on a mis en place tout un système d'inspection de médicaments et autres. Je pense que c'est important dans le bœuf aussi de, peut-être une fois par année, là, avec son vétérinaire, là, on prend le temps de faire le tour de la pharmacie. Bon, bien, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est plus bon, qu'est-ce qui est encore un bon choix, puis quelle est la bonne façon de l'utiliser. Est-ce que j'ai un anti-inflammatoire plus facile à utiliser dans le bœuf, par exemple? J'ai du versable, est-ce que c'est plus facile? Est-ce que j'ai besoin? Tu sais, revoir avec son vétérinaire là, une fois par année. Est-ce que j'ai bien compris mes médicaments? Ma combinaison est-tu bonne? J'utilise ça, c'est-tu logique? Il y a de nouveaux produits aussi pour la diarrhée des veaux, là, des tubes de charbon et autres. Pas de retrait, pas d'influence sur la flore bactérienne de ces animaux-là. C'est toutes des choses qu'à un moment donné, à force de discuter, qu'on peut remettre en place. Il faut changer nos petites routines, il faut repenser notre façon de faire les choses parce que sinon, on ne répond plus aux besoins de notre consommateur, qui est lui quand même qui dicte notre façon de faire parce que c'est lui qui arrête nos produits. C'est que le consommateur, on sait actuellement qu'il veut qu'on utilise le moins de médicaments possible. Je pense qu'avec une bonne prévention, en mettant les bons produits à la bonne place, puis en gardant ça à jour, des pharmacies propres, bien organisées, on peut avoir des bons produits.